Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Vous pouvez écrire dans le chat si c'est bien le cas. Oui, bonjour Ronald. Bonjour. Alors, bienvenue. Bonjour tout le monde. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à cette session pour discuter des rapports Être vu, directives pour la création de contenu authentique et inclusif, co-présenté aujourd'hui par le Bureau de l'écran des Noirs, le BEN, et la coalition Média. Comme ceci est une réunion virtuelle, il est important pour nous de reconnaître que nous sommes sur les territoires ancestraux et non cédés de toutes et tous les Inuits, les Métis, les Premières Nations, des lieux d'activité humaine depuis des temps immémoriaux. Les Autochtones sont chez eux sur cette terre et nous accueillent aujourd'hui et chaque jour. Personnellement, je me trouve présentement à Tiohtià:ke, le territoire de la nation Kanien'kehá:ka. Beaucoup d'entre nous sont venus ici en tant que colons, immigrants ou nouveaux ou nouvelles arrivants, dans cette génération ou dans les générations précédentes. Nous aimerions également rendre hommage à celles et ceux d'entre nous qui sont venus ici de force, notamment à cause de la traite transatlantique des esclaves. Nous honorons et rendons hommage à nos ancêtres d'origine et de descendance africaine. Nous sommes également redevables aux communautés autochtones car ce projet est inspiré du document Protocole et chemin cinématographique de Imagine Native, créé pour aider les personnes non autochtones à collaborer avec des créatrices et créateurs, des communautés et des histoires autochtones lors de la création de films, d'émissions de télévision et de médias numériques interactifs. Je suis Marina Mathieu, chercheuse et activiste afroféministe, réalisatrice et productrice de contenu. Je collabore avec le BEN aujourd'hui et suis très heureuse de modérer la session pour une discussion que je souhaite sera instructive pour vous. Les rapports Être vus, ce sont des directives pour la création de contenu authentique et inclusif et ils sont le fruit de consultations menées partout au Canada, en anglais et en français, par le BEN pour sonder non seulement le grand public, mais surtout les personnes de communautés précises travaillant dans les industries du grand et du petit écran. La recherche a été financée par Téléfilm Canada, le Fonds Shaw Rocket, le Fonds Bell, Ontario Creates, CBC, Real Canada, Out TV et Creative BC. Les consultations ont abouti à des directives clés qui sont destinées à être utilisées pour tout et par tous celles qui participent au processus de création et de prise de décision dans le domaine du cinéma, de la télévision et des médias numériques interactifs au Canada. L'objectif, c'est qu'on les utilise aussi pour s'informer, pour élaborer des stratégies de changement et de mise en œuvre d'une transformation systémique réelle et durable. Nous avons réuni aujourd'hui pour cette table ronde des professionnels de l'industrie qui vont nous parler de leur expérience et de la façon dont les directives peuvent être utilisées comme outils pour être plus authentiques dans la création, la réalisation, la production et la diffusion de contenu. J'aurai bientôt le plaisir de vous les présenter, mais juste avant, j'aimerais vous parler de comment ces rapports ont vu le jour. Alors, ça va être très rapide, mais vous pourrez aller lire un peu là-dessus aussi sur le site web êtrevu.ca. Alors, Kelly-Lynn Ashton est chercheuse principale de Être vu. Elle a été inspirée, comme je vous ai dit précédemment, par les protocoles et les chemins d'Imagine Native. Et après les avoir lus, elle s'est dit qu'il devrait y avoir quelque chose de similaire pour les autres groupes sous-représentés de l'industrie. Elle a contacté Téléfilm à ce moment-là, qui était d'accord, mais lui a demandé de travailler en collaboration avec le BEN, nouvellement créé à l'époque. Le projet Être vu a ainsi été créé pour développer les directives pour aider à la création et l'évaluation de contenu authentique basé sur ce que les membres de l'industrie et le grand public avaient à dire. 4 groupes cibles ont été visés.
les communautés noires, les communautés racisées, les communautés d'ES LGBTQIA+, et les communautés de personnes en situation de handicap. Plus de 400 personnes ont participé dans tout le pays et dans les 2 langues à des groupes de discussion et des entretiens. On parle ici d'un travail monumental. L'équipe a également consulté des parents et des enfants pour un rapport sur les médias pour enfants qui a été lancé en mars. Une approche intersectionnelle a été adoptée afin que les gens soient libres de parler de tous les aspects de leur identité et de s'exprimer pleinement dans les groupes de discussion. Elles pouvaient choisir plusieurs groupes de discussion si elles le souhaitaient pour parler de différents aspects de leur identité et beaucoup l'ont fait. Des espaces se voulant sécuritaires ont été créés avec des animatrices et animateurs de groupes de discussion issus des communautés sous-représentées. Les participantes et participants ont parlé avec passion, force, vulnérabilité et parfois avec des larmes. Un constat a été fait qu'il y avait des thèmes centraux auxquels les gens répondaient de la même manière, quelle que soit leur identité. Ce premier rapport sur les thèmes centraux a été publié en février, suivi d'un autre sur les médias pour les enfants en mars, d'un rapport pour les communautés racisées en avril et d'un autre pour les communautés noires en mai. Plus tard dans le mois de juin, dans quelques jours en fait, le BN publiera le rapport sur les communautés d'ES LGBTQIA+, puis un autre sur les communautés de personnes en situation de handicap vers la fin juin. Les thèmes centraux comprennent des sujets tels que la narration, le casting authentique. Les rapports de chaque communauté approfondissent les stéréotypes et leurs conséquences, ainsi que les mesures à prendre pour les dépasser. Je vous conseille fortement d'aller les regarder et d'aller les lire. Ces rapports s'adressent à 2 publics. Le premier est celui qui a besoin de conseils pour créer ou évaluer un contenu provenant d'une communauté à laquelle il n'appartient pas. L'autre est celui des membres de ces communautés. Donc, on parle ici des communautés ciblées, sous-représentées, qui utilisent les rapports et les directives comme un outil pour les aider dans leur lutte pour créer un contenu plus authentique. Ils pourront dire et peuvent dire aujourd'hui, vous voyez, je ne suis pas seule, lisez les directives. Je pense que après avoir expliqué tout ceci sur ces mots, la table est mise pour commencer la discussion. Alors, chaque fois que je vais présenter une personne, elle va pouvoir ouvrir sa caméra. La première personne qui est avec nous aujourd'hui est Maragho Mercado, qui est directrice générale de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, section Québec. Bonjour, Mara. Bonjour, Marina. Ensuite, nous avons David Beita, producteur exécutif de Moi et Dave et membre du conseil d'administration de Coalition Média. Bienvenue, David. Enchanté, bonjour. Notre troisième invité est Sean Tepp, qui est actuellement conseillère au projet en diversité et en inclusion à Radio-Canada. Merci d'être avec nous, Sean. Bonjour. Enfin, le dernier et non le moindre, Diego Briceño, qui est responsable des programmes d'équité et d'inclusion du Fonds des médias du Canada, FMC. Bonjour, Diego. Bonjour, Marina. Plaisir. Alors, merci à toutes et tous de prendre le temps de discuter avec nous d'un sujet aussi important. Petit message au public juste avant qu'on commence. Si vous avez, vous aussi, des questions ou des enjeux au niveau technique, vous pouvez communiquer avec Tagati Badio du BEN, qui est le petit carré BSO en bas ici, qui monitore la discussion et elle est complètement bilingue. Donc, n'hésitez pas à lui poser les questions dans la langue de votre choix. Alors, mes chers panélistes, je commence par vous poser une question quand même assez simple, mais je me doute que ça va peut-être être compliqué à répondre. Alors, l'objectif des rapports Être vus est de créer des contenus plus authentiques. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, l'authenticité puis des contenus authentiques? J'inviterai Mara à commencer peut-être. D'accord, je vais briser la glace. Je pense que je vais commencer par dire que, tu sais,
on traite de sujets qui sont en constante évolution. On traite de choses qui signifient différentes choses justement pour différentes personnes, que les personnes racialisées, les personnes autochtones, on n'est pas des blocs monolithiques. On ne pense pas toutes et tous de la même façon. Donc, moi, je vais m'exprimer par rapport à mon ressenti, mon expérience, mais je comprends très bien que ce n'est pas celle de toutes et tous. Donc, en fait, pour moi, du contenu authentique, c'est du contenu où est-ce qu'on sent qu'il y a vraiment eu un travail derrière. Où est-ce qu'on sent qu'il y a vraiment eu une attention à créer des histoires et des personnages qui sont pluridimensionnels. Donc, à ne pas s'arrêter nécessairement à une chose, je veux dire que ce soit qu'on soit dans du contenu de fiction ou dans du contenu documentaire ou de l'animation, peu importe, mais qu'il y ait vraiment, qu'on se soit arrêté à, OK, je représente peut-être quelqu'un qui n'est pas de ma communauté, je suis en train de porter à l'écran une histoire qui n'est pas nécessairement la mienne, peu importe la façon ou le médium que je choisis. Est-ce que j'ai bien fait le travail pour essayer que cette représentation-là soit la plus authentique possible et la plus... Moi, je préfère m'éloigner du terme vrai ou du terme vérité parce qu'on travaille dans l'industrie de la création, on travaille dans l'industrie des contenus où je pense que dès qu'on commence à parler de vérité, c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme authenticité. T'sais. Je pense qu'on est capable d'être authentique sans nécessairement être dans l'objectivité, justement. Donc, la très longue réponse pour dire que pour moi, des contenus authentiques, c'est vraiment des contenus où on sent qu'il y a eu un travail, où il y a eu une attention portée aux détails et où on sent que les créatrices et les créateurs qui sont derrière ce contenu-là, ça vient d'un désir de mettre en lumière des histoires importantes aussi et de la bonne façon. Merci beaucoup, Mara. Je pense que ça va résonner beaucoup avec nos autres panélistes parce que il y a un processus derrière cette idée d'authenticité, d'aller chercher quelque chose d'authentique. Est-ce que, Diego, tu voudrais compléter un peu ce que Mara dit par rapport à ta perspective? Écoute, c'est une question compliquée. Je ne pense pas que j'ai une réponse. Je vais aller en fait vers l'inverse. Qu'est-ce qui n'est pas, c'est quoi l'opposé d'authenticité? Moi, je pense que, tu vois, on parle de faire semblance. Donc, et puis évidemment, en faisant semblance, imiter. Et j'avais même googlé un peu les antonymes parce que c'est intéressant, faux. Mais moi, je dirais, dans l'ère actuelle, on parle beaucoup d'appropriation. Donc, à quel point un contenu devienne pas respecte plus qu'est-ce qu'il incarne autant devant et derrière la caméra. Mais il n'y a pas une ligne facile à tracer non plus. Je ne pense pas qu'ici, on est pour... c'est très, très difficile. C'est l'art quand même, c'est l'entertainment. On fait des choses pour plaire, on fait des choses pour des raisons artistiques. Chaque artiste a ses propres façons de faire, ses propres collaborateurs, collaboratrices. Mais moi, comme dit Mara, on vit dans un temps actuellement, au moins au Canada, en Amérique du Nord, où je pense qu'on est très conscient, de plus en plus conscient, puis je pense que c'est une bonne nouvelle, de qu'est-ce qui est derrière. Donc, j'irai un peu plus loin que Mara dans le sens des les ressentis, on sent que quelque chose est là pour s'aligner vers quelque chose qui est authentiquement représentatif, même si peut-être on sent, c'est difficile à sentir dans l'écran. Donc, ça, je trouve, c'est difficile, ça prend l'information supplémentaire. Ce n'est pas évident de voir un film ou une série télé puis dire « Ah oui, ça a été fait par les bonnes personnes ». Je trouve que ça tombe aussi dans la connaissance. Donc, on ne peut pas avoir authenticité sans compréhension et connaissance des gens derrière ça, des procédures, des méthodologies qui ont été créées qui ont été mis en place pour faire certains projets. Puis évidemment, on parle des projets qui portent cette question-là. Il y a des projets, peut-être, si on a des contenus qui traitent sur un film animalier ou sur les extraterrestres ou sur n'importe quel autre. Ça, c'est clair qu'il y a des degrés aussi où cette question-là devient pertinente. Puis je pense que c'est ça que je pense qu'on doit se concentrer sur ces projets-là, ce type de contenu, ce type de sujets et personnages qui sont sensibles et dans l'ère qu'on vit actuellement, on veut s'assurer qu'il y a une représentation
sincère et avec le respect, avec les consentements, puis avec des efforts mis en place pour représenter de façon encore là, redondante, authentique, qu'est-ce qu'on traite, qu'est-ce qu'on montre dans nos écrans. Définitivement. Merci beaucoup, Diego. Sean? Moi, c'est drôle, j'ai eu cette réflexion-là, bien sûr, quand tu nous as soumis les questions. Puis, je me suis dit, une œuvre authentique, je veux le comparer comme un produit, un fruit ou un légume bio où on peut avoir la traçabilité. C'est-à-dire que dès le départ, l'intention de l'auteur, du scénariste, ça part d'où? Le produit en tant que tel, ça va aller où? C'est destiné à qui? Qui t'embarque dans ton équipe? Donc, tout le processus du moment créatif jusqu'à la production, jusqu'à la post-prod, jusqu'à la mise en marché, comment c'est mis sur, c'est exposé au grand public, donc un peu comme un produit que l'on met sur une tablette, parce que tu mets dans la tablette du milieu, ce que tu mets en haut, tu mets en bas, mais tout ça a un enjeu par rapport à, oui, l'authenticité du produit, mais je pense que dans l'authenticité, dans le processus, c'est ce qui est de plus important, en tout cas pour moi, dans ma compréhension, parce que les gens peuvent avoir les meilleures intentions du monde, mais si on ne s'entoure pas des équipes qui ont ces mêmes objectifs-là, si on ne s'entoure pas non plus d'un diffuseur qui a ce souci-là, si le public en tant que tel n'est pas nécessairement, il va avoir comme peut-être pas nécessairement un avertissement, mais des fois, rentrer dans un univers qui n'est pas le nôtre, ça demande parfois aussi une grande ouverture, une grande écoute aussi. Puis je pense que ce n'est pas tout le monde qui est habilité à comprendre qu'est-ce que l'authenticité par rapport à une œuvre créative. Donc, c'est toutes ces étapes-là, je pense que c'est important de voir et de surveiller pour que ce soit une œuvre réellement authentique. Puis oui, on parle du ressenti, mais je pense que par rapport à tout le processus créatif, les gens qui y entourent, puis les fournisseurs aussi, tout ça en alignement permet aussi d'avoir une meilleure traçabilité du produit créatif, je pense. Donc, pour moi, c'est un peu ça, une œuvre authentique. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir vos trois perspectives. Je pense qu'il y a un petit problème technique du côté de David, mais on va continuer quand même. Cet aspect de traçabilité, de cheminement, de processus, je pense que ça amène bien l'idée de notre prochaine question parce que quand on est dans un processus, on a une facilité ou pas à remarquer, OK, est-ce qu'on reproduit un processus problématique? Est-ce qu'on reproduit des stéréotypes? Est-ce qu'on reproduit des idées préconçues que les gens pourraient avoir juste parce que c'est comme ça a toujours été comme ça, donc on va essayer de continuer dans cette lignée-là. Et j'aimerais vraiment qu'on parle de stéréotypes, qu'on voit à l'écran aujourd'hui, qu'on sait qu'ils existent. On n'est pas inconnu, on n'est pas étranger à ces idées de stéréotypes, surtout dans des communautés sous-représentées dans l'industrie. Les rapports ont passé en revue certains des stéréotypes qui dérangeaient le plus les personnes qui ont participé à l'étude. Pour vous, quels sont les stéréotypes les plus problématiques en ce moment? Vous pourriez en nommer quelques-uns, mais qui vous touchent ou que vous trouvez vraiment qui devrait être évolué aujourd'hui. Je vais donner la place à Diego cette fois-ci. Écoute, des stéréotypes, mais on a lu, mais David est là aussi, donc salut David. En tout cas, là, je ne parle pas en tant qu'institution, tu vois, anecdotiquement, c'est clair que tu vois, je suis latino-américain, donc et plus particulièrement d'origine colombienne, donc tu vois, c'est clair que les stéréotypes des trafiquants de drogue, c'est quelque chose qui m'a chassé pendant longtemps, puis on voit toujours, c'est renforcé par tous les médiums au Québec et sur la planète, narco à l'international. Ici, on a eu des expériences, ça, et puis les voyous, les petits voyous, tout ça, c'est quelque chose qui, personnellement, ça me touche, ça m'intrigue. Des fois, même aujourd'hui, dans le quotidien, je vis des fois ces genres de stéréotypes dérangeants, parce que c'est ça, c'est clair que ça vient de l'ignorance, mais ouais, je veux souligner
lui parmi plusieurs, mais je laisse la place à mes collègues pour continuer la longue liste. Merci beaucoup, Diego. Je pense que ça résonne beaucoup chez moi aussi parce que je sais qu'il y a ce stéréotype énormément dans les communautés noires aussi. Est-ce que, David, tu pourrais faire du pouce là-dessus de ton côté? Oui, tout à fait. Oui, désolé, j'ai des problèmes avec ma connexion Internet que je ne comprends pas. Ça me log et me délogue automatiquement. Je n'ai aucun contrôle. Donc, on va y aller en espérant que je ne disparaisse pas. Je pense que la beauté du rapport, pour moi aussi, c'est qu'il y a plein de nuances et d'éléments là-dedans qu'on n'entend pas souvent. Donc, j'invite les gens qui sont autour de la table à aller lire le rapport parce que ça nous amène à avoir des nouveaux constats puis à peut-être élargir la. Oups! Je pense qu'on l'a perdu. Donc, je suis là, je peux continuer. OK, David. Ouais. OK, élargir. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe avec l'Internet, c'est schizophrène. Je ne fais rien, puis il n'y a personne dans la maison. C'est correct, on sait les enjeux de la technologie, parfait. Ça ne nous appartient pas. Hein? Donc oui, tu disais. Juste rapidement, oui, il y a un témoignage en particulier qui est sorti, qui m'a sauté aux yeux quand je disais le rapport. Il y a une personne qui me parlait que le fait que les personnes noires sont souvent présentées comme des personnes trop parfaites, soit trop parfaites ou trop grossières à l'écran. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas une personne, il y a pas une personne avec une personne noire avec ses forces et ses faiblesses. C'est tout le temps quelqu'un soit de trop parfait ou trop bas dans le spectre. Donc, d'une certaine façon, on n'est pas mis en valeur comme des vrais humains qui sont well-rounded d'une certaine façon. Fait que c'est soit une extrême ou une autre. Fait que ça, je pense que ce genre de stéréotype-là, en tant que personne, quand tu vois toujours ce genre de stéréotype-là renforcé à l'écran, ben ça vient affecter. On l'a perdu, on va lui donner 2 secondes. Peut-être qu'il est encore là, David. Bon, écoute, les enjeux de la technologie, mais ça vient affecter. Il faut finir la phrase. Moi, j'étais ça vient affecter notre estime de soi. Je veux dire, quand tu vois toujours les mêmes histoires racontées puis les mêmes stéréotypes renforcés, ben, d'une certaine manière, ça va t'affecter en tant que personne. Donc, c'est important de voir des personnages avec différentes valeurs et une richesse plus large que ce qu'on voit présentement à l'écran, avec nos forces et nos faiblesses. Il y a cette notion-là aussi de Black Excellence Fatigue. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept-là. Je veux dire, de toujours être comparé à un standard extrêmement élevé. Où est l'homme moyen comme moi, père de famille, que ses forces et ses faiblesses, je veux dire, il faut les voir à l'écran d'une certaine façon. Donc, ce stéréotype-là dans le rapport m'a vraiment marqué, puis ça m'a parlé. Donc, je vous le partage, puis je vous invite à aller lire le reste du rapport pour voir les autres insights qui sont à l'intérieur. Merci beaucoup, David. Puis c'est très vrai. Je pense qu'on vise d'avoir une meilleure représentativité à l'écran aussi parce qu'on a été nourri pendant plusieurs années d'une image. Puis c'est comme ça empêche certaines personnes d'être vues. Sean, Mara, qui voudrait complémenter? Est-ce que tu veux y aller, Jeanne? Comme tu veux. Ben, c'est ça, moi, j'ai grandi en tant que... Je suis arrivée ici jeune comme réfugiée avec ma famille du Cambodge. J'ai grandi dans une petite ville francophone, blanche, à Varennes. On était la seule famille immigrante asiatique là-bas. Puis, ça m'a beaucoup affectée de ne pas me voir représentée parce que, bon, moi, j'ai été élevée principalement par la télévision. Mes parents travaillaient énormément, donc pour moi, c'était une grande gardienne. Puis le fait de ne pas se voir, bien, ça joue beaucoup sur son estime de soi, sur la place que l'on peut avoir dans la société, sur la confiance aussi, sur sa projection dans l'avenir. Alors, tu sais, il y a plein d'incidences sur son propre développement. Puis tout ça, bien, c'est sûr que ça m'a amené vers le travail que je fais aujourd'hui. Mais tu sais, les stéréotypes, bien, c'est ça, ça peut jouer sur la façon dont on peut se projeter dans la société. Si on a de l'importance, l'invisibilité joue pour beaucoup sur notre capacité à prendre notre place, notre capacité à avoir confiance, puis à avoir de l'espoir en l'avenir, je te dirais. C'est un travail qui doit se faire par nous-mêmes, je comprends, par notre environnement, mais les médias aussi ont ce rôle-là. Puis, ben, c'est ça. Moi, c'est sûr que comme Asiatique, il y a beaucoup ce mythe-là, au stéréotype
de la minorité modèle, c'est-à-dire que, tu sais, on parle des Asiatiques comme des gens qui travaillent très, très fort, 24 heures sur 24, ils n'arrêtent jamais, ils sont tout le temps ou sont toujours dans des dépanneurs, ce qui est complètement faux. Puis aussi, ben, c'est ça qu'on ne se met jamais, qu'on ne prend pas notre place. Tu sais, on parle bien sûr des mouvements de Black Lives Matter, mais tu sais, il y a aussi, tu sais, les Asiatiques, c'est comme si on n'était jamais dans les rues en train de se plaindre, en train de vouloir avoir notre place et de se battre pour ça, mais c'est complètement faux. Puis on le fait aussi autrement. Tu sais, moi, à un moment donné, sur un milieu de travail, puisque j'ai travaillé dans le monde de la production pendant des années, tu sais, on m'a déjà dit, ouais, mais Chad, on dirait que tu ne prends pas ta place, mais ce n'est pas que je ne prenais pas ma place, c'est juste que je prenais ma place autrement. Puis ça, ces différences culturelles-là, ou qu'il n'y a pas nécessairement une compréhension par la majorité, fait en sorte que tu te sens complètement à part et rejeté, puis là, tu te dis, ben, c'est moi qui n'ai pas normal. Mais au fond, ben, c'est ça, c'est une compréhension. Donc, tous ces stéréotypes-là amènent sur des mentalités, des façons de penser qui vont devenir une normalité, mais finalement, ce n'est pas ça. Puis comme l'a nommé aussi David, le pauvre qui part et qui disparaît, là. Mais tu sais, lui, c'est exactement ça, c'est de se dire, bien, on est fatigué de toujours porter ce chapeau-là qui nous est imposé, mais d'être capable de jouer sur la pluralité des identités, sur la subtilité des identités intersectionnelles. Puis c'est ça, je pense que les auteurs ou les scénaristes, ou même dans les émissions, admettons, d'affaires publiques, tu sais, même dans les questions, admettons, en journalisme, tu sais, c'est d'être capable d'aller au-delà de cette façade-là, de des biais inconscients qui nous ont été inculqués depuis notre jeunesse ou dans notre environnement, notre éducation, puis d'être capable d'aller au-delà de ce que l'individu projette. Fait que voilà, je vais te laisser la parole, Mara. J'en aurais non à dire, mais... Mais non, mais Chan, je trouve que c'est super important. Je trouve que c'est super important, les points que tu as amenés, surtout en termes de j'ai le droit d'exister différemment, ça n'enlève en rien la personne que je suis, l'importance que j'ai dans la conversation, dans la société. Et en tout cas, moi, exprimez-vous, là, on vous donne un panel, c'est le fun. Alors, Mara, vas-y. Mais je pense que dans ce que Chan vient de dire, moi, un mot que j'aime beaucoup que tu as utilisé, c'est le mot subtilité, tu sais, puis aussi le mot complexité, tu sais, je pense que quand on parle de stéréotypes, en fait, on revient à ce que, en fait, je reviens à ce que je disais avant, le fait que quand tu dépeins des personnes ou des personnages de manière unidimensionnelle, en fait, tu leur enlèves un peu de leur humanité. Tu sais. Fait que pour moi, les stéréotypes qui sont les plus problématiques, c'est ceux qui déshumanisent un groupe ou qui déshumanisent des personnes. Puis je pense que quand on parle de créer des contenus authentiques, peu importe qui on est, je pense que de le passer par ce type de filtre-là, puis de s'arrêter 2 secondes, puis de se poser la question, est-ce que je suis en train de déshumaniser quelqu'un ou un groupe sans même le vouloir? Tu sais, est-ce que le fait d'utiliser ce stéréotype ou est-ce que le fait de rendre ce personnage très, très, coupé au couteau avec uniquement 2 dimensions, c'est quoi l'impact que ça peut avoir? Tu sais? Donc, je pense que quand la réponse c'est « Ah, ça peut avoir un impact dans la vie réelle pour certaines personnes », je pense qu'il faut se poser la question de, peut-être que ce stéréotype-là, ou en fait, ce stéréotype-là ne devrait pas être dans mon scénario, mon documentaire, etc. T'sais. Fait que c'est vraiment, je pense, de se poser la question, est-ce que je suis en train de faire le portrait ou de bâtir un humain dans toute sa complexité, dans toutes ses dimensions, ou est-ce que je suis seulement en train de montrer comme un stéréotype? Fait que pour moi, c'est ça la problématique. Parce qu'on a tendance à oublier ou on a tendance à ne pas y penser nécessairement. Puis là, je ne parle pas des personnes racialisées qui vivent avec ça tous les jours, mais des personnes pour qui la couleur de la peau n'est pas un danger. On a tendance à oublier que pour beaucoup de personnes, leur différence, c'est un danger à leur intégrité physique. Tu sais. Puis nous, on travaille dans une industrie qui participe à bâtir l'imaginaire collectif. Tu sais, David en a parlé. Ça participe à bâtir aussi son identité. Et on a en fait une responsabilité et on a un pouvoir à travers ça. Puis je pense que c'est important qu'on s'y arrête et qu'on réfléchisse à l'impact que les contenus que l'on crée ont
peu importe que ce soit sur qui, peu importe c'est qui notre target audience ou c'est qui notre public, qu'il soit niche, qu'il soit grand public, etc. Mais je pense que parfois, et même très souvent dans l'urgence, l'urgence qui est dictée par les budgets, les délais, etc., on ne prend pas nécessairement le temps de s'arrêter puis de regarder ça, les conséquences que ça peut avoir dans la vie de tous les jours de plusieurs personnes. Merci beaucoup, Mara. Je trouve que j'arrête pas de dire que c'est important, mais c'est tellement vrai, en fait. Puis le questionnement, le processus par lequel on passe pour pouvoir créer, puis ça aurait été ma prochaine question. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on y pense, vous, quand vous décidez d'écrire, de financer, de produire du contenu? Est-ce que vous pensez au manque de représentativité, l'impact réel que ça peut avoir et durable que ça peut avoir sur la façon que les gens se perçoivent, sur leur potentiel, sur leur estime d'eux-mêmes? Puis je pense que dans toutes les réponses qu'on a eues aujourd'hui, juste à la question précédente par rapport aux stéréotypes, ça nous pousse à nous re-questionner sur comment les choses se font en fait. Comment le système est bâti pour que les décisions se prennent, puis comment c'est structuré dans les prises de décision, dans le sens où si moi, je voudrais faire un film aujourd'hui, je dépends aussi de certaines structures. Puis là, j'ai David qui est comme moi, puis je pense que juste avant que je perde ma connexion Internet une autre fois, je pense qu'on a un devoir collectif, autant les personnes racialisées que les personnes européennes, de faire cet effort-là. Parce que c'est comme ça, on a un devoir collectif de tous y arriver parce que chaque petit changement que nous, on va apporter au sein de tous nos petits projets qu'on fait va affecter l'imaginaire de tous puis changer ce qu'on voit à l'écran. Tu sais, je veux dire, nous, on le fait de manière active dans nos projets parce que ça fait partie de notre ADN. On a une sensibilité à ce niveau-là, mais ça ne doit pas s'arrêter à nous en tant que personnes racisées qui peuvent le faire. Je pense que tout le monde, à travers toute l'industrie, doit faire cet effort-là. Puis je comprends que ce n'est pas un exercice qui est toujours nécessairement facile, mais il faut soutenir ceux qui n'ont pas leur place à l'écran pour leur donner une opportunité de le faire. Comme moi, je le vois dans nos documentaires. On a fait un documentaire qui va être en ondes prochainement où on a des intervenants on s'est plié en 4 pour pouvoir les avoir à l'écran parce que c'est important pour nous d'avoir une personne, une femme voilée, francophone, qui peut nous parler pas de sa réalité en tant que femme voilée, mais de nous parler de son sujet d'expertise. Donc, elle est là pour parler de ce qu'elle connaît, puis de en fait, de son domaine d'expertise. Mais ça donne que c'est aussi une personne qui est musulmane et puis qui porte le voile, mais ça fait pas partie du récit. C'est vraiment juste là parce que c'est une experte en la question. Fait que, ce genre de questionnement-là, puis si on est capable et en mesure de le faire dans nos propres projets, dans nos productions, on se doit de le faire. Voilà. Totalement. Puis je pense que c'est une décision, une volonté quotidienne dans la manière qu'on prend nos décisions, dans tout ça. Puis j'aimerais bien vous entendre, parce que David nous a donné 2 exemples là, en parlant entre autres de l'excellence noire, puis de comment on devrait voir des humains qui vivent leur vie aussi à l'écran. Puis là, on a parlé de cette experte qui est aussi musulmane, aussi femme, aussi voilée. Qu'est-ce que vous pensez qui manque dans les écrans canadiens en ce moment en termes d'histoire? Selon vous, là, j'aimerais bien entendre Diego là-dessus. Qu'est-ce qui manque dans le contenu qu'on supporte, qu'on finance, qu'on promouvoit? Qu'est-ce qui manque? Le premier bémol, c'est, tu parles des écrans canadiens, je pense que nous, ici, un peu au Québec, il y a des différences quand même assez importantes. Je pense qu'il y a des avancements au Canada qu'on ne voit pas encore au Québec, je dois le souligner. Donc, c'est clair que de plus en plus au Canada, on est au début. Là, je ne dis pas que c'est réglé, mais on voit des avancements importants. On voit de plus en plus des histoires intéressantes, même parfois faites pas nécessairement par des personnes racisées, mais on voit un effort supplémentaire. Je pense qu'au Québec particulièrement, tout manque. on est vraiment, je pense, dans une situation où c'est une mauvaise puis une bonne nouvelle. Je pense qu'on a un chantier énorme à bâtir, des histoires nuancées et quotidiennes, de voir des personnes racisées, autochtones et évidemment dans toute la panoplie de la diversité, personnes en situation de handicap, mais je pense que si on parle notamment personnes racisées autochtones, je pense que c'est ça, sortir de notre coquille, de notre ghetto, de notre rôle
sympathiques, puis être connus, comme David l'a dit, comme des professionnels, des experts, des personnes aussi avec des problèmes existentiels. Puis moi aussi, pas se renfermer non plus à notre côté ici. L'avantage avec les personnes racisées, souvent, on a des liens avec le reste du monde. Je pense que ça aussi, pas être gêné de regarder ailleurs, de voir des histoires qui voyagent, qui regardent les cultures, les réalités d'ailleurs, comment ils impactent aussi le Québec d'aujourd'hui. Et dans une optique d'apprentissage et d'exposition, je pense que c'est important pour tout le monde de s'exposer à ça. C'est la réalité, c'est l'avenir de la société québécoise, puis nord-américaine, puis de la planète. On va de plus en plus être dans un monde où on va se croiser dans les rues, on va se croiser dans les réunions, on va se croiser et idéalement, on va se croiser dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Donc, je pense, j'optimise dans ce sens-là, on va vers là, mais pour arriver là, il faut juste commencer à se regarder dans tous nos nuances, puis savoir que c'est ça, on peut être des comédiens sur une pièce de Shakespeare et un comédien sur une pièce sur des films importants de n'importe quel sujet. Donc, c'est ça, c'est sortir un peu des... J'ai vécu ça un peu dans ma vie professionnelle en tant que producteur. Toi, on t'appelle seulement quand on traite explicitement un sujet immigrant, quand explicitement on fait un film en espagnol, en Amérique latine, puis sinon, on s'est fait appeler rarement. Là, je parle derrière la caméra. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Puis, je pense qu'on est dû pour ça. Je pense que le Québec, ça va très vite. On voit Montréal, on voit tous les alentours de Montréal, on voit les autres villes. Ça va continuer à avancer dans cette direction-là. Et moi, je pense aussi que c'est très important, surtout pour notre jeunesse, pour les jeunes, pour voir ça dans les écrans. Pas juste nos enfants, mais aussi les enfants des Québécois traditionnels. On a perdu la bonne façon de dire ça. Les Blancs québécois, je pense que c'est aussi l'apprentissage, c'est aussi l'exposition. C'est juste parce que c'est ça qu'ils voient de plus en plus dans les écoles aussi. Donc, je pense que c'est perdre la peur de voir ça. Puis, évidemment, je pense que j'insiste aussi les gens derrière la caméra, de voir des gens qui ont réalisé... Ça fait des repères aussi, des modèles, des role models qui sont importants, de dire, ah tiens, c'est pas juste qu'il a 2-3 personnes racisées sur l'écran. Aussi, tu vois que dans l'équipe technique, tu vois dans la réalisation, dans les équipes, dans les directeurs photo, dans des postes clés, mais tous les postes en général. Mais je trouve que ça vient avec et ça relie aussi les côtés authenticité. C'est pas juste mettre 2-3 personnes. Oui, ça peut être bien écrit parce que les stéréotypes aussi, parfois, sont liés à la nuance dans l'écriture. Donc, ça prend la bonne écriture, mais aussi, donc ça prend l'équipe derrière. Ce n'est pas juste des comédiens qui vont régler le problème. En tout cas, je vous laisse ça comme ça pour continuer la discussion. Voici, David, je vois du millage là-dessus. Pour faire du millage là-dessus, en fait, je pense que c'est important de voir justement plus de gens issus de la diversité derrière la caméra parce que en tant que personne qui veut rentrer dans l'industrie, de voir des gens qui sont capables d'œuvrer, de suivre leur passion, de vivre de leur métier, puis de pouvoir raconter des histoires de manière quotidienne et puis de pouvoir vivre une vie bien financée, puis une vie aisée, ben ça donne un désir de pouvoir travailler dans cette industrie-là, de pouvoir travailler dans une industrie qui est précaire. Donc, totalement. C'est important à tous les niveaux, puis je pense que Mara puis Chan, vous pourriez compléter là-dessus. Mara, vas-y. Oui, en fait, j'allais dire, tu sais, je pense qu'on peut parler de midi à 14h de ce qu'on aimerait voir, tu sais, derrière l'écran, devant l'écran, etc. Mais la manière dont le système de financement est bâti ici aujourd'hui au Québec spécifiquement et au Canada plus largement, ce qui manque principalement, c'est ce qu'on appelle des décideurs, des décideuses qui sont dans les hautes sphères, qui donnent le green light pour des projets, qui financent, qui analysent les projets. C'est là où on a besoin aussi de voir des personnes qui sont racialisées, des personnes autochtones, parce que toutes ces personnes-là, on le sait, on a une sensibilité spécifique et on a une capacité aussi, on veut voir plus de représentation. Donc, quand on se retrouve dans des postes décisionnels, c'est là aussi que les choses changent, en fait. Puis, je pense que tant que chez les télédiffuseurs, chez les financeurs, chez les décideurs, il n'y aura pas une représentativité,
ça va continuer à être extrêmement difficile. Fait que je pense qu'il faut aussi qu'on se concentre beaucoup sur ça. Oui, puis là, c'est le moment où je suis censée dire ça va prendre des gens qui font des erreurs, ça va prendre du temps, ça va prendre des gens qui vont être inconfortables, ça va prendre des grandes discussions autour d'une table où est-ce qu'on va finir puis qu'on ne va pas être nécessairement content du résultat, mais on va retourner puis on va essayer de briser la glace encore. Puis je pense que ça met quand même bien la table pour ma prochaine question. Puis je pense que dans la boîte de discussion, il y a quelqu'un qui a aussi posé la question, comment, dans vos institutions dans lesquelles vous êtes en ce moment, qu'est-ce que vous faites pour améliorer cette authenticité dans le contenu? Comment vous contribuez à votre échelle pour que, ce que Mara disait tantôt, qu'on change un peu le visage des gens qui décident et des gens qui financent ou choisissent qu'est-ce qui va être dans nos écrans qui ont le dernier mot. Donc, je vais laisser Chan commencer parce que je sais que CBC Radio-Canada, ça fait partie beaucoup de ce processus. Oui, absolument. Puis c'est ça, tu sais, comme en bout de ligne, c'est quand même le diffuseur qui prend le contenu des producteurs. Puis c'est un travail d'équipe qui se fait. Mais évidemment, ce que le diffuseur veut, c'est ça que les producteurs doivent rendre aussi. Alors, c'est certain, comme le dit Mara, qu'il faut, en bout de ligne, qu'il y ait des gens qui soient dans les positions de décision, tant au contenu, tant qu'à l'embauche, qui ait cette sensibilité-là par rapport à la diversité et l'inclusion. Mais c'est sûr qu'à Radio-Canada, je n'aurais pas le poste que j'ai en ce moment parce que là, on est en train de se restructurer et de faire avancer les choses à ce niveau-là dans l'équipe de Yolande James. Mais c'est un peu ça, comme nous, on s'est fixé des objectifs parce que c'est bien beau de vouloir de la diversité, mais à un moment donné, il faut être capable aussi de la mesurer puis de la quantifier. Puis tout le monde va être pour la diversité et pour les bonnes intentions. Mais dans les faits, comment est-ce qu'on peut le mesurer? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y a une progression? Mais c'est là aussi qu'il faut avoir certains barèmes parce que, il faut se dire aussi qu'on parle de diversité ethnoculturelle, par exemple, au Canada, il y a quand même 9 personnes sur 10 actuellement qui sont issues de l'immigration. Puis ça, c'est une réalité d'aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout reflété en ce moment dans les contenus canadiens de tous les genres. Là. On peut parler autant des magazines, des nouvelles, on peut parler aussi des séries fiction. Alors, dans tout cet écosystème-là, on n'atteint pas nécessairement cette représentativité, principalement quand on parle du marché francophone, parce que quand on parle du marché anglophone, on est sur une autre réalité complètement. Puis, c'est ça. Il faut se donner les moyens. Fait que, à Radio-Canada, c'est sûr qu'il y a des comités aviseurs. On est en train de préparer en ce moment, puis ça, c'est sous mon chapeau, là, des stages accélérateurs. Fait que, quand on parle de talent, il faut être capable aussi de faire en sorte qu'il y ait de la place pour ces gens-là de grandir, d'évoluer. Tu l'as nommé tout à l'heure, Marina. Je pense qu'une des grandes problématiques aussi, c'est qu'on ne laisse pas le temps aux gens de se développer, mais à un moment donné, tous les gens qui ont réussi en ce moment, ils ont eu leur moment à eux, où ils pouvaient faire des erreurs puis recommencer, tandis que parfois la barre est très haute, la tolérance est très basse aussi par rapport aux gens qui n'ont pas acquis une expérience, admettons, dite québécoise, si on parle de la télévision, mais c'est ça, autant devant ou derrière la caméra. Je sais, je l'ai vécu aussi personnellement. Fait que, mais c'est ça, nous, le but, c'est vraiment d'accroître les gens issus des diversités, fait que pas juste ethnoculturel, mais on parle aussi au niveau des genres, au niveau aussi de l'âge, au niveau aussi le statut économique. Donc, il y a toutes sortes de niveaux aussi par rapport à la diversité. Des gens aussi qui sont neuroatypiques, on en parle très peu, mais il y a tous ces parapluies-là, ce parapluie-là, si tu veux, de personnes qui ont des vécus différents et qui méritent d'avoir leur place aussi. Fait que, c'est ça. Autant nous, on a aussi des bourses, admettons, en journalisme, on a aussi des formations pour des nouvelles inclusives. C'est grand Radio-Canada. Puis au niveau de la fiction, c'est ça. Je pense qu'au Québec, si ma mémoire est bonne, on peut juste avoir un auteur par série. Je pense qu'aux États-Unis, Mara, corrige-moi là-dessus, mais il me semble aux États-Unis, il y a comme des endroits où est-ce qu'on peut être plusieurs scénaristes à produire et à écrire une série, tandis qu'au Québec, il y a comme une loi par rapport à c'est pas qu'on peut
c'est pas qu'on peut pas, je pense que c'est vraiment juste la façon de travailler. La façon la de travailler façon de dans le monde travailler, mais c'est anglophone, c'est vraiment d'avoir des writers' rooms, tandis c'est ça, qu'effectivement, c'est ça. Ouais. du côté du Québec puis de la francophonie, en fait, on est plus dans une personne, des scénaristes seuls ou des duos. C'est ça, mais c'est ça, je trouve que c'est là que le bas blesse, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste avoir un auteur pour une série, il faudrait avoir, comme c'est ça, des writers, il faut chercher le mot tout à l'heure. Mais c'est un peu ça qu'il faut travailler, à la base même des projets qui sont présentés, puis de laisser cette place-là aux nouveaux talents. Alors, c'est un peu de tout ça. En tout cas, il y a plein de mesures en ce moment là, qu'on est en train de faire et de nous assurer que non seulement on fait rentrer des nouvelles personnes, on leur donne la possibilité d'acquérir de l'expérience, mais aussi les gens qui sont déjà en place chez nous puissent aussi se développer aussi. Donc, quand on parle de la rétention d'employés, mais c'est un peu tout ça. Excellent. Mais écoute, merci beaucoup, Chan. Moi, j'aimerais bien passer la parole à Diego. Donc, le Fonds de médias du Canada, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe beaucoup, mais moi, parce que c'est ça, je ne vais pas faire une liste de ce qu'on fait. C'est sur le site web. On fait notre mieux, ce n'est pas parfait, puis on a beaucoup à faire encore. Moi, je pense que plutôt, j'insiste un peu, même si je représente une institution canadienne, de revenir sur le Québec. Moi, je pense et puis je vais reprendre un peu la question de Catalina, de ma cousine, on s'appelle plus les deux. C'est pas de famille, mais on se fait demander toujours la question. Qu'est-ce que ça prend? Moi, je pense que, puis on est une des interlocuteurs, je pense qu'on attend, numéro un, sans parler. Donc, écoute, moi, depuis que je suis rentré en poste, au-delà de tous les programmes qu'on a lancés, encore sont là, j'imagine que la plupart de notre public connaît les programmes. Moi, la plus belle chose qui m'est arrivée en tant que personne, puis maintenant comme interlocuteur d'une institution, c'est être capable de parler avec David, avec toute la gang de Black on Black, de Coalition Média, de plein de gens, des gens que je connais depuis, j'étais producteur pendant 20 ans, donc des gens que j'ai côtoyés depuis longtemps, puis franchement, on n'avait jamais eu, même de notre part, donc c'est un peu mea culpa, pas partie des gens comme nous, dans le sens qu'on ne s'est jamais eu comme vraiment l'action directe de s'asseoir, puis discuter les choses, puis dire il faut faire quelque chose. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Je pense qu'il faut amorcer de là. Je pense qu'on a commencé cette discussion-là. Il y a des joueurs qui commencent à sortir. On voit depuis 2 ans dans des institutions des personnes clés qui commencent à prendre des postes importants, qui pourraient avoir un niveau d'influence important dans le système. Là, je pense que la prochaine étape, c'est appeler les institutions québécoises. Je ne parle pas, excuse-moi, au Canada, je mérite quand on parle français, on est au Québec ici, mais David est à Toronto, mais je pense qu'il fait beaucoup à faire avec les institutions d'ici quand même. Et puis vraiment, trouver un espace vraiment sincère de discussion avec les institutions d'ici, les télédiffuseurs, mais tous, Radio-Can, c'est un, mais il y en a plusieurs. Et comprendre les problèmes parce qu'il y a une problématique. C'est clair qu'on est bloqué un peu. Oui, le Fonds de médias a créé des initiatives pour les télés, pour les producteurs, pour tout le monde, mais je vois dans les chiffres internes, quand même, ça traîne au Québec. Donc, je pense que ça prend vraiment une action concertée entre tous les joueurs et se mettre nos propres objectifs. Je pense que le Québec attend une solution d'ici, une solution qui n'est pas juste importée d'ailleurs. Je pense qu'on est dû. Je pense qu'on commence à avoir des personnes dans des bonnes places avec les connaissances, avec l'intérêt de le faire. Et moi, je pense que c'est ça qui va être l'avenir. La beauté, puis pour revenir un peu à la transition que Catalina demande, je pense que l'avantage puis l'intérêt qu'on a au Québec, c'est que les institutions on est tous liés, la QPM, la RRQ, la SARTEC, la UDA, on a un écosystème très serré, tissé serré qui marche très bien, je dirais. Ça marche bien pour tel quel, pour les intérêts. C'est clair que l'effet pervers, c'est qu'évidemment, on a un manque de diversité, mais je pense que c'est intervenir là. Je pense que ces joueurs-là ont les pouvoirs de faire beaucoup de choses. Les institutions comme le Fonds de médias aussi, Téléfilm, la SODEC, évidemment. Mais je pense qu'il faut quelque chose qui est assis sur la même table, puis être sincère. C'est pas, des fois, on a peur qu'on va tout prendre. Non, c'est vraiment
voir les réalités, c'est donner des objectifs humbles et s'assurer qu'il y a une croissance vers quelque chose qui fait plus de sens. On est tous d'accord, personne ne va être contre le fait qu'il y ait effectivement qu'il manque des personnes devant nos caméras, derrière et devant nos caméras, et de la diversité, notamment autochtone et racisée. Mais il faut commencer à faire des choses, puis voir une réalité. Je pense que qu'est-ce qui va nous sauver, c'est une vision futuriste, pas court-termiste. C'est clair qu'à court terme, les systèmes se tiennent, on a un public qui est là, mais je pense que l'avenir, c'est la jeunesse, puis l'immigration de l'avenir du Québec. On doit penser à eux, puis c'est pas, on ne peut pas arriver un jour et dire, oups, on manque des gens, vite, on va chercher quelqu'un dans la rue. Ça prend du temps. Et c'est le même point que Chang a dit. Créer ces talents-là, autant à tout niveau, ça prend du temps, ça prend des années, ça prend même intéresser les gens au cégep qui rentrent dans des carrières dans les médias. Maintenant, l'intérêt, je dirais, n'est pas nécessairement là parce qu'on ne voit pas un espace. Donc, je pense que c'est créer ces conditions-là pour l'avenir. C'est ça, je pense que c'est les pistes de solutions très compliquées, mais je pense qu'au Québec, on a tous les moyens pour les faire. Totalement. Et je suis j'allais dire de acuerdo. Je suis totalement d'accord. Mara? Oui, c'est ça, j'allais revenir un peu sur ce que toi, tu avais dit, Marianne, puis pour faire du pouce sur ce que Diego, il dit, mais j'ai l'impression que souvent, quand on parle d'équité, qu'on parle d'inclusion, on veut trouver des solutions comme là, maintenant. On veut faire des annonces, on veut présenter des choses, etc. C'est une transformation en profondeur, c'est un changement de paradigme. Puis je pense que si on veut des changements durables, il faut qu'on prenne le temps de faire des affaires pas sexy. Des affaires qu'on ne peut pas annoncer en grande pompe, des affaires qu'on ne peut pas faire un webinaire pour en parler parce que c'est plate. De regarder des chiffres, de ramasser des chiffres, de regarder concrètement comment est-ce qu'on déconstruit tel petit bout une année, puis comment est-ce qu'on rajoute telle affaire l'année suivante, puis OK, on fait un plan sur 3 ans, sur 5 ans. C'est pas... moi, je reviens souvent au féminisme, parce que on parle d'intersectionnalité aussi, mais c'est pas un problème qui va être réglé. C'est pas comme, OK, hey, 2023, good job, on a réglé le problème de l'inclusion. Ça n'arrivera pas. Il faut arrêter de penser, c'est un travail qui est constant. Il faut arrêter de penser qu'on va trouver une solution ou genre 3 solutions, puis qu'on va être comme, hey, la gang, on l'a eu, bravo. C'est vraiment de changer la façon dont on réfléchit et la façon dont on voit les choses. C'est là qu'il va y avoir un changement durable. Puis, pour revenir à ce que Diego disait, effectivement, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution rapide. Il faut travailler vers quelque chose. Totalement. Puis là, j'ai Sean et j'ai David. Donc, vas-y, Sean. C'est ça, on vit présentement dans une ère de pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs. Le milieu télévisuel, médiatique canadien, québécois n'y échappe pas. Puis, moi, je trouve qu'une des solutions aussi, c'est d'être capable d'aller chercher ailleurs, là où on attendrait le moins les gens. Je donne un exemple. Pour aller chercher des journalistes, il y a une station à Rimouski qui est allée parler à des jeunes étudiants, mais comme en politique, mais qui n'ont pas fait de bac en journalisme. Alors, puis ça me fait rappeler mon propre parcours, parce que moi, j'ai été journaliste aussi, puis je n'ai pas de bac en journalisme. J'ai appris le métier un petit peu sur le tas, où j'ai fait une formation là, en communication média, mais je pense que d'aller chercher là où les gens, on peut s'y attendre le moins, qui n'ont pas nécessairement une formation et un parcours parfait, là, si vous voulez. Je pense que ça serait une des solutions aussi pour attirer ces gens-là vers ces métiers et effectivement les accompagner dans le cheminement puis leur laisser la place aussi. Puis, quand on parle de faire de la place, mais c'est sûr qu'il va y avoir certaines places qui vont devoir, comment je pourrais dire ça, on parle d'un milieu où est-ce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir une certaine perte de privilèges. Puis, ce n'est pas comme si on faisait une faveur aux gens issus des diversités. Moi, je pense que les gens issus des diversités ont des compétences et je pense que c'est juste une question de faire place à la réalité d'aujourd'hui et d'être représentatif de ce qu'est la société d'aujourd'hui. Totalement. Mon petit mot. Totalement. Et je pense que David, tu vas avoir notre mot de la fin, puis ensuite, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour prendre les questions du public, mais je vais vous le dire en conclusion que ça ne fait que commencer ce type de discussion-là. Donc, vas-y, David.
Ouais, je voulais pas le mot de la fin, là, mais tu sais, comme vous le dites, je pense que tout ça, c'est un paquebot. Puis c'est un paquebot qui va être difficile à déplacer. Il faut que tout le monde rame dans le même sens aussi, puis on va y arriver tranquillement un morceau à la fois. Puis tu sais, juste une réflexion que je me fais aussi sur le vif aussi. Pour moi, l'équité et l'inclusion, c'est pas une question de bonne volonté puis de pouvoir faire la place aux gens, c'est une question de survie pour plusieurs d'entre nous. On vit encore dans un monde où il y a des gens qui sont tués à cause de leur couleur de leur peau aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, l'industrie des écrans a une place, une place importante à faire pour changer comment les gens sont perçus. Je veux dire, la télévision, elle est là pour ça. Ça nourrit l'imaginaire. Donc, il faut arrêter de construire ces stéréotypes-là et de détruire les gens comme nous qui ont un certain visage. Donc, il faut juste changer l'industrie parce que on est tous des humains à la fin du monde. Wow, wow, wow. Il ne voulait pas le mot de la fin, s'il vous plaît. Alors, je note en fait qu'on est le premier jour du mois dédié aux personnes d'ES LGBTQIA+, et de ce que David mentionnait, je pense que c'est important de le dire aussi, il y a des gens qui se font encore agresser, tuer pour leur orientation sexuelle, et je pense que c'est important qu'on prenne le temps de penser à comment on contribue dans l'industrie du cinéma, de la télévision, des médias interactifs et autres, à ce que ça se perpétue ou non, puis quel type de réalité on décide de mettre de l'avant. Donc, en guise de conclusion, je tiens à rappeler que les directives ne sont pas des règles strictes et rapides, mais demandent aux gens de réfléchir à des choses auxquelles ils n'ont peut-être pas encore pensé. Elles sont le début d'une conversation alors que nous travaillons ensemble pour avoir un impact systémique et durable. L'équipe du BN publiera un rapport sur les communautés d'ES LGBTQIA+, comme je vous ai dit tantôt, le 4 juin, et sur les personnes en situation de handicap le 22 juin. Cher public, chers invités, merci. On vous invite vraiment à aller vous baigner dans la lecture des rapports encore et partager les directives à vos équipes, à des gens que vous connaissez, à des gens que vous ne pensez même pas qui pourraient être intéressés de lire, mais peut-être qu'ils vont réaliser « Hey! C'est vrai ça? Pourquoi on ne fait pas ça? » Fait que je pense que on peut changer les choses avec ça. Et comme je disais tantôt, l'objectif, c'est de créer un changement. Donc, le BN dirige un réseau de collaboration composé d'un groupe plus large que de financeurs, des diffuseurs, d'autres parties prenantes. Puis, ils veulent créer des normes pour la mise en œuvre de directives. Donc, on prévoit également des ateliers pour aider les gens à comprendre comment le faire. On élabore une boîte à outils qui peut être téléchargée. On cherche également des moyens pour aider des communautés à utiliser la directive dans leur lutte pour être mieux entendues, mieux représentées de manière authentique. Bref, beaucoup de choses sont en train de rouler en ce moment. On a besoin de votre support, de votre aide, de votre écoute et je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente fin de journée et je veux remercier le BN et la Coalition Média qui ont co-organisé cette session. Ça ne fait que commencer. Au plaisir de continuer ce travail avec et pour nous. Hein? Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye.